La vérité difficile, c'est qu'ils t'ont pas juste pris pour acquis. Tu les as entraînés à le faire. Voilà quelque chose que personne n'ose te dire. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Ils valorisent ce qu'ils ont peur de perdre. Laisse cette phrase s'installer un moment. Parce que là, en ce moment précis, il y a probablement quelqu'un dans ta vie qui pense pouvoir te traiter exactement comme il veut et que tu seras toujours là. Il s'est habitué à ta gentillesse, à ta patience, à ta loyauté. Et voilà la partie difficile à entendre. C'est toi qui les as habitués. Je sais que c'est pas ce que tu voulais entendre. Tu attendais peut-être qu'on parle d'eux, de leur ingratitude, de leur façon de ne pas voir ta valeur, de tout ce qu'ils ont fait de mal. Mais on va pas faire ça aujourd'hui, parce que ça, tu te l'es déjà raconté 1000 fois et ça ne t'a jamais libéré. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus puissant. On va regarder ta part dans tout ça. Pas pour te culpabiliser, pas pour te dire que tu es responsable de leur comportement, mais pour te montrer quelque chose de fondamental. Tant que tu crois que le problème vient entièrement d'eux, tu es impuissant. Parce que tu peux pas changer les autres. Tu attends qu'ils se réveillent, qu'ils réalisent, qu'ils deviennent quelqu'un de différent. Mais à la seconde où tu comprends ta part dans le schéma, tu reprends le pouvoir parce que ta part, elle, tu peux la changer. Et voilà la vérité centrale de tout ce qu'on va explorer aujourd'hui. Les gens t'ont pris pour acquis parce que quelque chose en toi leur a appris qu'ils le pouvaient, sans conséquence, sans risque, sans jamais avoir à mériter ta présence. Et ce quelque chose en toi, on va le comprendre, on va le démonter et on va le transformer. Voilà ce qu'on va explorer ensemble. Alors arrêtons les excuses. Plus d'eux, mais ils m'aiment. Plus d'eux, peut-être qu'ils vont changer. Plus d'eux, je dois juste lui montrer ma valeur encore une fois. Si ta valeur n'a pas été vue jusqu'ici malgré tout ce que t'as donné, le problème n'est pas que t'as pas assez donné. Le problème est précisément que tu donnais à quelqu'un qui n'avait jamais à mériter quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te réveiller pour de bon. Premièrement, pourquoi tu as confondu donner sans limite avec aimer? Voilà une croyance qu'on t'a vendue et que tu n'as jamais remise en question. Que l'amour, c'est donner, que plus tu donnes, plus tu aimes, que la mesure de ton amour, c'est la quantité de ce que tu sacrifies, que si tu donnes assez, si tu te plies assez, si tu te rends assez utile, alors c'est ça. Aimer vraiment, et voilà ce qu'on va démanteler dans cette section, méthodiquement. Parce que c'est le mensonge à la racine de tout ce qui t'est arrivé. Commençons par la distinction la plus importante de tout cet épisode. Donner sans limite n'est pas aimer. Ce sont deux choses qui se ressemblent en surface, mais qui viennent d'endroits opposés. Et toute ta difficulté vient d'avoir pris l'une pour l'autre. Voilà comment les distinguer. Avec un test très simple, pose-toi cette question. Quand je donne, qu'est-ce qui se passe en moi si l'autre ne réagit pas comme je l'espérais? Si tu donnes depuis l'amour réel, la réponse est pas grand-chose. Tu as donné parce que tu avais quelque chose à offrir. Le geste se suffisait à lui-même. La réaction de l'autre est un bonus agréable, pas une nécessité vitale. Si tu donnes depuis autre chose, la réponse est complètement différente. Quelque chose s'effondre, une anxiété monte, tu te demandes ce que tu as fait de mal, tu te sens vide et tu te prépares déjà à donner encore plus pour réparer ce vide. Et voilà ce que ce test révèle de fondamental. L'amour réel donne et reste entier que l'autre réagisse ou non. L'autre forme de don a besoin d'un retour pour ne pas s'effondrer. Parce que dans le premier cas, tu donnes depuis un réservoir plein, et dans le second, tu donnes depuis un réservoir vide, en espérant que l'autre le remplisse en échange. Laisse-moi ancrer cette distinction avec quelque chose de très concret. Pense à la différence entre un cadeau et un investissement. Un cadeau est donné librement, sans attente de retour. Tu offres parce que ça te fait plaisir d'offrir. Et c'est terminé. Tu ne tiens pas de comptabilité. Tu n'attends pas un remboursement. Tu n'es pas déçu si tu ne reçois rien en échange, parce que recevoir n'était pas le but. Un investissement a l'air d'un don, il prend la même forme, on met de l'argent, du temps, de l'énergie, mais sa nature est complètement différente. L'investissement attend un retour. C'est une mise. Et celui qui investit surveille anxieusement le rendement. Il calcule, il espère,
Il s'inquiète si ça ne rapporte pas. Et voilà la vérité, difficile à entendre. Pendant des années, tu croyais offrir des cadeaux, mais tu faisais des investissements. Tu investissais ta loyauté, ta patience, ton temps, ton énergie, en attendant un rendement, une place sécurisée dans leur vie, la garantie de ne pas être abandonné, la preuve que tu valais quelque chose. Tu ne donnais pas librement. Tu plaçais une mise en espérant un retour sur investissement émotionnel. Et voilà maintenant pourquoi cette distinction est si importante, au-delà de la simple définition. Parce que les gens sentent la différence, même sans pouvoir la nommer. Laisse-moi t'expliquer ce mécanisme, parce qu'il est au cœur de tout. Quand quelqu'un reçoit un cadeau donné librement, sans attente, quelque chose en lui se détend, il n'y a pas de dette, pas de pression, pas d'attente cachée à laquelle il devrait répondre, le don est pur. Et ce don crée naturellement du respect, parce qu'il vient de quelqu'un qui a quelque chose à offrir, quelqu'un de plein. Mais quand quelqu'un reçoit un investissement déguisé en cadeau, il le sent aussi, même inconsciemment. Il perçoit l'attente cachée, le besoin en dessous, la question silencieuse. Est-ce que tu m'aimes un peu plus maintenant? Et voilà ce que cette perception crée, pas du respect. Souvent l'inverse, parce que l'attente cachée révèle quelque chose. Que celui qui donne a besoin, qu'il a peur, qu'il cherche à acheter une place au lieu de l'occuper naturellement. Et l'être humain, par un instinct très ancien et très peu flatteur, a tendance à moins respecter ce qu'il supplie et à davantage respecter ce qui se respecte. Laisse-moi te montrer ça avec un exemple très concret et très quotidien. Imagine 2 personnes au travail. La première rend service à tout le monde, constamment, sans qu'on lui demande. Elle anticipe les besoins, elle accepte tout, elle ne dit jamais non. Et en dessous de cette générosité, il y a un besoin visible. Le besoin d'être apprécié, d'être indispensable, d'être gardé. Et voilà comment on finit par la traiter. On prend ses services pour acquis, on la sollicite sans égard, sa disponibilité devient une attente, et étrangement, on la respecte de moins en moins, parce que sa générosité sent le besoin. La deuxième aide aussi, mais différemment. Elle donne quand elle choisit de donner, librement, sans attendre de reconnaissance. Et elle sait dire non quand quelque chose ne lui convient pas. Sa générosité ne vient pas d'un besoin d'être gardée, elle vient d'un trop-plein. Et voilà comment on la traite. Avec considération. On apprécie ce qu'elle donne précisément parce qu'elle ne le doit pas. Son aide a de la valeur parce qu'elle est un choix, pas un dû. Même générosité en apparence. Traitement opposé, la seule différence. La première, donnée depuis le vide en attendant un retour. La deuxième, donnée depuis l'abondance sans rien attendre. Et voilà ce que tu dois comprendre profondément sur toi. Tu étais la première personne. Dans presque toutes tes relations, tu donnais énormément. Mais ton don portait toujours une attente cachée en dessous. Garde-moi, choisis-moi, aime-moi en retour, ne me quitte pas. Et les gens sentaient cette attente. Même quand tu pensais bien la cacher, et c'est pour ça que ton immense générosité ne t'a pas valu le respect que tu espérais, parce qu'elle ne disait pas « j'ai tant à offrir », elle disait « j'ai tellement peur de ne pas suffire ». Et voilà maintenant le piège le plus cruel de ce mécanisme. Ce type de don attire précisément les mauvaises personnes. Voilà la logique. Quelqu'un qui donne tout, sans poser de limites, sans rien réclamer en retour, représente quelque chose de très précis pour un certain type de personnes. Une aubaine, les personnes qui veulent prendre sans donner, qui cherchent du confort sans responsabilité, qui veulent être servies sans avoir à mériter quoi que ce soit. Ces personnes sont attirées par quelqu'un qui donne sans condition comme par un aimant. Et voilà pourquoi tu te retrouves encore et encore avec le même type de gens. C'est pas de la malchance, c'est pas un hasard cruel, c'est que ta façon de donner sélectionne activement ces personnes. C'est comme quelqu'un qui laisserait en permanence un panneau « Servez-vous gratuitement » devant chez lui. Il ne faut pas s'étonner d'attirer précisément ceux qui prennent sans jamais rien donner. Le panneau repousse ceux qui voudraient une relation d'échange équilibrée. Et il attire ceux qui cherchent quelque chose pour rien. Ton don sans limite était exactement ce panneau. Et voilà la phrase que je veux que tu emportes de cette section. Donner n'a jamais été le problème. Donner depuis la peur en attendant qu'on te garde. Voilà le problème. Le vrai amour donne depuis l'abondance et reste entier. Ce que tu appelais aimer était souvent une tentative d'acheter une place que tu pensais ne pas mériter autrement.
Et voilà maintenant quelque chose de fondamental. Parce que ce don sans limite, cette disponibilité totale que tu offrais, en espérant qu'on te garde, a produit l'effet exactement inverse de celui que tu cherchais. Au lieu de te rendre indispensable, elle a tué précisément ce qui te rendait précieux. Deuxièmement, comment ta disponibilité permanente a tué ce qui te rendait précieux. Voilà le paradoxe le plus cruel de tout ce qu'on explore aujourd'hui. Tu pensais qu'en étant toujours disponible, toujours présent, toujours là, tu te rendrais indispensable. Tu as obtenu l'inverse exact. Plus tu étais disponible, moins on te valorisait. Plus tu étais présent, moins on remarquait ta présence. Plus tu te rendais facile à atteindre, moins on faisait d'efforts pour t'atteindre. Et voilà ce qu'on va comprendre dans cette section, le mécanisme précis derrière ce paradoxe. Parce qu'une fois que tu le comprends, tu ne peux plus jamais fonctionner de la même façon. Commençons par une loi fondamentale du comportement humain. L'être humain ne valorise pas selon la qualité, il valorise selon la rareté. Et voilà la logique précise derrière cette loi. Notre cerveau a été câblé sur des centaines de milliers d'années dans un environnement de rareté, et il a appris une règle de survie simple. Ce qui est rare est précieux, ce qui est abondant ne l'est pas. Parce que ce qui est rare peut disparaître, et ce qui est abondant sera toujours là. Ce câblage ne s'applique pas qu'aux ressources matérielles, il s'applique à tout, y compris aux personnes. Et voilà ce que ça veut dire, très concrètement, quelque chose qui est toujours disponible, toujours accessible, toujours garanti, devient invisible pour le cerveau. Non pas parce que ça n'a pas de valeur, mais parce que le cerveau cesse de lui accorder de l'attention. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de frappant. L'air que tu respires en ce moment est la chose la plus précieuse de ta vie, sans lui. Tu meurs en quelques minutes. Rien. Absolument rien d'autre n'a cette importance vitale immédiate. Ni l'argent, ni le succès, ni quoi que ce soit que tu désires. Et pourtant, quand as-tu pensé à l'air pour la dernière fois? Probablement jamais. Jusqu'à cette seconde. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, parce qu'il est garanti, parce que tu n'as jamais peur d'en manquer. La chose la plus précieuse de ta vie est devenue invisible précisément parce qu'elle est toujours disponible. Et voilà exactement ce qui t'est arrivé dans tes relations. Tu étais l'air vital, précieux, constant, et précisément à cause de cette constance, devenu invisible. On respirait ta présence sans jamais y penser. On comptait sur toi comme on compte sur l'air, avec une certitude tellement totale qu'elle effaçait toute conscience de ta valeur. Et voilà maintenant la deuxième partie du mécanisme, encore plus importante. Comment ta disponibilité a supprimé la peur de te perdre? Parce que voilà quelque chose de fondamental sur ce qui pousse les gens à valoriser quelque chose. C'est pas l'amour qui pousse les gens à faire des efforts, c'est la peur de perdre. Je sais que c'est difficile à entendre. On voudrait croire que les gens font des efforts par amour pur. Mais observe la réalité honnêtement. Les gens font des efforts pour ce qu'ils ont peur de perdre. Et ils se relâchent pour ce qu'ils croient acquis. Et voilà ce que ta disponibilité permanente a fait. Elle a complètement supprimé leur peur de te perdre. Laisse-moi te montrer ça avec un exemple très concret. Pense à la façon dont les gens traitent deux choses qu'ils possèdent, un objet rare, une édition limitée, quelque chose de difficile à remplacer. Ils en prennent soin, ils le protègent, ils font attention, parce qu'ils savent que s'ils le perdent, c'est fini. Ils ne pourront pas le remplacer facilement. Et un objet qu'ils croient pouvoir racheter à tout moment, disponible partout, en quantité illimitée. Ils le traitent avec négligence. Ils le laissent traîner. Ils ne font pas attention. Parce que la perte n'a aucune conséquence réelle. Il suffira d'en racheter un autre. La différence de traitement n'a rien à voir avec la valeur réelle des objets. Elle a tout à voir avec la peur de la perte. Et voilà ce que tu communiquais en permanence par ta disponibilité. Tu n'as pas à avoir peur de me perdre. Je serai toujours là. Quoi que tu fasses, peu importe comment tu me traites, ma présence est garantie. Et en supprimant toute peur de te perdre, tu as supprimé toute raison de te valoriser. Voilà maintenant comment ça se manifestait très concrètement dans ta vie quotidienne. Tu étais toujours celui qui contactait en premier, donc ils n'avaient jamais à le faire. Tu répondais immédiatement, donc ton temps semblait sans valeur. Tu pardonnais tout de suite, donc leur comportement n'avait aucune conséquence. Tu étais disponible à n'importe quelle heure, donc te solliciter ne coûtait rien.
Et voilà ce que chacun de ces comportements enseignait à leur système, que tu étais une ressource illimitée, sans coût, sans risque, sans rareté. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel et de douloureux à entendre. Tu as confondu te rendre indispensable avec te rendre précieux. Ce sont deux choses opposées. Te rendre indispensable, c'est devenir tellement utile que la personne dépend de toi. Mais voilà le piège. La dépendance ne crée pas le respect, elle crée l'habitude. Et l'habitude crée l'invisibilité. On ne respecte pas ce dont on dépend par confort. On le tient pour acquis, exactement comme on tient l'air pour acquis. Te rendre précieux serait quelque chose de complètement différent. Ce serait avoir une valeur qui ne dépend pas de ta disponibilité constante, une présence qu'on ne peut pas garantir, une vie qui existe en dehors de l'autre, quelque chose qui rappelle, par ta simple façon d'exister, que ta présence est un choix, pas un dû. Et voilà la différence fondamentale. L'indispensable est tenu pour acquis, le précieux est protégé. Laisse-moi te montrer cette différence avec un dernier exemple très clair. Pense à deux personnes dans une entreprise. La première est toujours disponible. Elle répond aux mails à minuit. Elle accepte toutes les demandes. Elle ne dit jamais non. Elle se rend indispensable en étant infiniment accessible. Et voilà comment elle finit par être traitée. On lui empile le travail. On la sollicite sans égard. On tient sa disponibilité pour acquise. Sa gentillesse est devenue une attente. Plus personne ne la remercie. La deuxième fait un travail excellent, mais elle a des limites claires. Elle n'est pas disponible à toute heure, son temps a une valeur visible, et voilà comment elle est traitée. Avec considération, on réfléchit avant de la solliciter. On respecte son temps, on a une légère crainte de la perdre. Même qualité de travail, traitement opposé, la seule différence. La première était infiniment disponible, la deuxième avait de la rareté, et voilà ce que tu dois comprendre profondément. Ta disponibilité permanente n'était pas un cadeau qu'on a refusé de voir. C'était un signal qui disait « je n'ai pas de valeur à protéger ». Et les gens ont simplement cru ce signal. Et voilà la phrase que je veux que tu emportes de cette section. Ce qui est toujours disponible devient invisible. Ce qui a des limites devient visible. Tu n'as pas à devenir cruel ou distant. Tu as juste à cesser d'être garanti. Et voilà maintenant quelque chose d'encore plus profond. Parce que cette disponibilité permanente avait un coût bien plus grave que de te rendre invisible aux autres. Elle te coûtait quelque chose de bien plus précieux, ta relation avec toi-même. Et c'est dans cette trahison silencieuse de toi que se cache la racine de tout. Troisièmement, le moment où se trahir soi-même devient une habitude invisible. Voilà la partie de cette histoire dont on parle le moins. Pendant tout ce temps où tu donnais trop, où tu étais infiniment disponible, où tu pardonnais sans fin, tu faisais quelque chose à toi-même que tu voyais même pas. Tu te trahissais, petit à petit, jour après jour, choix après choix. Tu t'abandonnais toi-même pour ne pas perdre quelqu'un d'autre. Et voilà ce qu'on va explorer dans cette section. Parce que c'est ici que se cache la racine la plus profonde de tout ce qu'on a vu, et c'est ici que se trouve aussi la clé de ta libération. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment se trahir soi-même. Voilà la définition précise. Se trahir soi-même, c'est choisir contre ce que tu ressens vraiment pour préserver une relation. Et voilà ce que ça veut dire concrètement. Quelque chose te dérange, mais tu ne dis rien pour ne pas créer de conflit. Quelque chose te blesse, mais tu fais comme si ça allait pour ne pas paraître difficile. Tu as besoin de quelque chose. Mais tu le demandes pas pour ne pas trop en demander. Tu veux dire non, mais tu dis oui pour ne pas décevoir. Chacun de ces moments est une petite trahison de toi-même. Un moment où tu as eu le choix entre être honnête avec toi et préserver la relation. Et où tu as choisi la relation contre toi. Et voilà pourquoi c'est si difficile à voir. Parce que chaque trahison prise isolément semble insignifiante. Ce n'est qu'un petit silence. Ce n'est qu'un besoin qu'on n'exprime pas. Ce n'est qu'une fois où on accepte ce qui ne nous convient pas. Chacune semble être un petit prix raisonnable à payer pour maintenir la paix. Mais voilà ce qui se passe avec le temps. Ces petites trahisons s'accumulent. Laisse-moi te montrer ce mécanisme d'accumulation avec quelque chose de très concret. Imagine quelqu'un qui a un compte en banque et qui chaque jour, il prélève une toute petite somme pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Si peu qu'il ne le remarque presque pas. Quelques pièces. Rien d'important. Mais il fait ça chaque jour, pendant des années. Et un jour, il regarde son compte et il est vide. Il comprend pas comment c'est arrivé.
Parce qu'il a jamais fait de gros retraits, jamais de dépenses spectaculaires, juste des petits prélèvements quotidiens si infimes qu'ils semblaient sans conséquence. C'est exactement ça la trahison de soi. Chaque petit silence, chaque besoin tu, chaque oui qui aurait dû être non, est un prélèvement minuscule sur ton compte intérieur, sur ton estime de toi, sur ta relation avec toi-même. Et un jour, tu te réveilles vide, sans comprendre comment tu en es arrivé là. Et voilà maintenant le mécanisme le plus important de cette section, comment cette trahison devient invisible, parce qu'au début, tu la sens. Les premières fois où tu te trahis, quelque chose en toi proteste, un inconfort, une petite voix qui dit c'est pas juste, tu mérites mieux, tu devrais dire quelque chose. Mais voilà ce qui se passe quand tu ignores cette voix encore et encore. Elle se tait. Laisse-moi t'expliquer ce mécanisme avec précision, parce que c'est crucial. Ton intuition, cette voix qui te dit ce qui est juste pour toi, fonctionne comme un signal, comme une alarme. Et quand une alarme se déclenche et que personne ne réagit, encore et encore, que se passe-t-il? On finit par la débrancher, pas consciemment. Mais ton système apprend que cette voix ne sert à rien, qu'elle se déclenche pour rien, que de toute façon, tu ne vas pas agir en fonction d'elle. Alors pour t'épargner l'inconfort permanent d'une alarme qu'on ignore, ton système baisse le volume, puis le coupe. Et voilà le résultat. Tu cesses de sentir, quand tu te trahis, c'est là que la trahison devient une habitude invisible. Tu ne ressens même plus l'inconfort qui te signalait que quelque chose n'allait pas. Tu acceptes l'inacceptable sans même remarquer que tu l'acceptes. Tu t'effaces sans même sentir que tu disparais. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble très concrètement dans la vie quotidienne. Quelqu'un te demande un service au pire moment et tu dis oui automatiquement, sans même consulter ce que tu ressens. Le oui sort avant la moindre considération pour toi. Quelqu'un te traite d'une façon qui aurait dû te blesser et tu trouves immédiatement une excuse pour lui. Avant même de ressentir la blessure, l'excuse arrive si vite qu'elle recouvre l'émotion. Quelqu'un ignore tes besoins et tu te dis que c'est pas grave, que tu n'avais pas vraiment besoin de ça, que tu peux t'en passer et tu le crois. Voilà la trahison devenue invisible. Tu ne la décides plus, elle est devenue ton fonctionnement par défaut. Et voilà maintenant pourquoi c'est le cœur de tout le problème. Parce que voilà le lien que peu de gens font. Les autres ne peuvent te traiter que de la façon dont tu te traites toi-même. Réfléchis à la logique de ça. Si tu trahis constamment tes propres besoins, tu enseignes aux autres que tes besoins ne comptent pas. Si tu ignores tes propres limites, tu enseignes aux autres qu'il n'y a pas de limite à respecter. Si tu te traites comme une priorité de dernier rang, tu enseignes aux autres à te placer en dernier. Les gens apprennent à te traiter en t'observant te traiter toi-même. Laisse-moi te montrer ça avec un exemple très clair. Imagine quelqu'un qui possède une œuvre d'art de grande valeur, mais qui la traite avec négligence. Il la laisse traîner par terre, il pose ses affaires dessus, il ne la protège pas. Quelqu'un qui entre chez lui, que va-t-il penser de cette œuvre? Il va supposer qu'elle n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que le propriétaire lui-même la traite comme si elle n'en avait pas. On évalue la valeur d'une chose en partie selon le soin que son propriétaire lui accorde. Tu étais cette œuvre d'art et la façon dont tu te traitais en te trahissant constamment, en t'effaçant, en te plaçant en dernier, enseignait aux autres exactement la valeur qu'ils devaient t'accorder, aucune. Et voilà la vérité difficile mais libératrice de cette section. Le manque de respect des autres était souvent un écho de ton propre manque de respect envers toi. Pas dans tous les cas. Certaines personnes sont simplement prédatrices, mais dans beaucoup de cas, les gens ont simplement suivi le niveau que tu avais toi-même établi. Et voilà pourquoi c'est libérateur de le comprendre. Parce que si le problème venait entièrement des autres, tu serais impuissant. Tu devrais attendre que le monde entier change. Mais si une partie du problème vient de ta façon de te traiter, alors tu tiens la solution. Parce que ta façon de te traiter, ça, tu peux le changer. Et voilà comment ça commence, concrètement. Pas par un grand bouleversement, mais par le simple fait de rallumer l'alarme que tu avais débranchée.
de recommencer à écouter cette voix qui te dit ce qui est juste pour toi, de recommencer à sentir l'inconfort quand quelque chose ne te convient pas, de traiter cet inconfort non plus comme un dérangement à faire taire, mais comme une information précieuse à honorer. Parce que chaque fois que tu honores ce que tu ressens vraiment, au lieu de le trahir, tu fais deux choses en même temps. Tu reconstruis ta relation avec toi-même et tu enseignes aux autres une nouvelle façon de te traiter. Et voilà la phrase que je veux que tu graves quelque part où tu la verras. Tu peux pas demander aux autres de respecter ce que tu trahis toi-même. Le respect que tu reçois commence par celui que tu te donnes. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel pour aller plus loin. Parce que tout ce qu'on vient de voir mène à une question précise. Si te trahir est devenu invisible, alors poser une limite, faire le choix inverse, doit être quelque chose de terrifiant. Et c'est précisément cette peur qu'on doit comprendre et dépasser maintenant. Quatrièmement, pourquoi poser une limite te terrifie autant et comment dépasser cette peur? Voilà quelque chose que tu as probablement déjà vécu. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu sais que tu devrais dire non, que tu devrais poser une limite, que tu devrais arrêter d'accepter ce qui ne te convient pas. Tu le sais intellectuellement, avec une clarté parfaite. Et pourtant, au moment de le faire, quelque chose te paralyse. Une peur monte, le cœur s'accélère, les mots restent coincés, et finalement, tu ne dis rien. Ou tu dis oui une fois de plus, et tu te détestes après. Et voilà ce qu'on va comprendre dans cette section. Pourquoi cette peur est si puissante? D'où elle vient exactement? Et surtout, comment la dépasser? Parce que tant que cette peur dirige tes choix, rien ne peut vraiment changer. Commençons par comprendre ce qui se passe vraiment dans cette peur. Voilà la vérité. Ta peur de poser une limite n'est pas irrationnelle. Elle est juste périmée et voilà ce que je veux dire par là. Cette peur ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un endroit très réel. Et à une époque, elle protégeait quelque chose de vital. Souviens-toi de ce qu'on a vu sur l'enfant qui apprend que l'amour est conditionnel. Pour cet enfant, poser une limite était réellement dangereux. Laisse-moi te montrer pourquoi, avec précision. Un enfant dépend entièrement des adultes autour de lui pour survivre. Pas seulement émotionnellement, physiquement. Il ne peut pas se nourrir seul, se protéger seul, vivre seul. Sa survie dépend littéralement du maintien du lien avec ceux qui prennent soin de lui. Et voilà ce que ça signifie pour cet enfant. Si poser une limite, exprimer un besoin, dire non, risque de provoquer le retrait de l'amour ou de l'attention. Alors poser une limite est perçu par son système comme une menace de survie. Le cerveau de l'enfant fait un calcul très simple et très puissant. Si je m'affirme et qu'on me rejette, je suis en danger. Donc s'effacer est plus sûr que s'affirmer. Disparaître est plus sûr que déranger. Et ce calcul s'imprime profondément dans la partie la plus ancienne et la plus puissante du cerveau, celle qui gère la survie. Et voilà le problème. Ce calcul ne se met pas à jour tout seul. Quand tu grandis, tu deviens un adulte. Ta situation change complètement. Tu ne dépends plus de personne pour survivre. Tu peux te nourrir, te protéger, vivre seul. Si quelqu'un te rejette parce que tu poses une limite, c'est plus une menace de survie, c'est juste une déception. Mais ton système nerveux ne le sait pas. Il fait encore tourner le calcul de l'enfant. Et quand tu envisages de poser une limite, il déclenche la même alarme de survie qu'il déclenchait il y a 20 ou 30 ans. Voilà pourquoi la peur est si disproportionnée. Tu réagis à une simple conversation comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Parce qu'une partie de ton cerveau croit littéralement que c'en est une. Laisse-moi te montrer à quel point cette peur est physique avec un exemple concret. Pense à ce qui se passe dans ton corps quand tu t'apprêtes à poser une vraie limite à quelqu'un d'important. Le cœur s'accélère, la gorge se serre, les mains peuvent trembler, une vague d'anxiété monte. Tu as presque envie de fuir. Et voilà ce qui est fascinant. Ce sont exactement les mêmes réactions physiques que face à un danger physique réel. Ton corps ne fait pas la différence entre poser une limite à quelqu'un et être face à une menace mortelle. Il déclenche la même réponse parce que pour la partie ancienne de ton cerveau, c'est la même chose. Le rejet social était autrefois une condamnation à mort. Être exclu du groupe signifiait mourir.
Tu, tu, tu fais pas face à une peur imaginaire, tu, tu fais face à un système d'alarme très réel, mais qui répond à une menace qui n'existe plus. Et voilà maintenant comment dépasser cette peur. Concrètement, la première chose, et la plus importante, cesse de combattre la peur. Comprends-la. Parce que voilà l'erreur que font la plupart des gens. Ils essaient de ne plus avoir peur. Ils attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Ils se disent je poserai des limites quand je me sentirai prêt. Quand je n'aurai plus peur, et voilà pourquoi ça ne marche jamais. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît à travers l'action. Laisse-moi te montrer ça avec un exemple très clair. Pense à quelqu'un qui a peur de l'eau et qui veut apprendre à nager. S'il attend de ne plus avoir peur avant d'entrer dans l'eau, il n'entrera jamais. Parce que la peur de l'eau ne disparaît pas en restant sur le bord à attendre. Elle disparaît en entrant dans l'eau, progressivement, en découvrant par l'expérience que l'eau le porte, que le danger qu'il imaginait n'était pas réel. C'est exactement pareil pour les limites. Tu vas pas cesser d'avoir peur de poser des limites en attendant de te sentir prêt. Tu vas cesser d'avoir peur en posant des limites et en découvrant par l'expérience que la catastrophe que tu craignais n'arrive pas. La deuxième chose, commence petit. T'as pas à commencer par la limite la plus difficile avec la personne la plus importante. Voilà comment fonctionne la reconstruction. Comme un muscle qu'on réentraîne, commence par de toutes petites limites, dans des situations à faible enjeu. Refuser une demande mineure, exprimer une petite préférence. Dire ça ne me convient pas sur quelque chose sans gravité. Et voilà ce que chaque petite limite accomplit. Elle enseigne à ton système nerveux quelque chose de révolutionnaire. J'ai posé une limite. Et j'en suis pas mort. La personne m'a pas abandonné. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. J'ai survécu. Et chaque fois que ton système enregistre cette information, l'alarme se calibre. Elle apprend progressivement que poser une limite n'est plus une menace de survie et la peur diminue, pas par la volonté, par la preuve accumulée. La troisième chose, et c'est crucial, apprends à distinguer l'inconfort du danger. Parce que voilà ce qui va se passer quand tu commenceras à poser des limites. Ça va être inconfortable, très inconfortable. Ton système va déclencher l'alarme. Tu vas ressentir cette anxiété familière qui te pousse à reculer. Et voilà le piège. Tu vas confondre cet inconfort avec un signe que tu fais quelque chose de mal. Mais c'est faux. L'inconfort que tu ressens en posant une limite n'est pas le signe que tu fais une erreur. C'est le signe que tu fais quelque chose de nouveau. Laisse-moi te montrer cette distinction. Avec un exemple, pense à quelqu'un qui a toujours écrit de la main droite et qui essaie d'écrire de la main gauche. C'est inconfortable, maladroit, ça ne semble pas naturel. Tout en lui veut reprendre la main droite. Mais cet inconfort ne signifie pas qu'écrire de la main gauche est mal. Il signifie juste que c'est nouveau, que le chemin habituel n'est pas emprunté. Avec la pratique, ce qui était inconfortable devient naturel. C'est exactement pareil avec les limites. L'inconfort n'est pas un signal d'arrêt. C'est le signal que tu sors d'un vieux schéma et c'est précisément ce que tu veux faire. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel sur ce que poser des limites révèle vraiment, parce que voilà la peur centrale sous toutes les autres. Et si je pose une limite et qu'ils partent, c'est la peur ultime, celle qui gouverne tout le reste. Et voilà la réponse la plus libératrice possible. Laisse-les partir, parce que réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Si quelqu'un part au moment où tu commences à te respecter, cette personne n'était pas là pour toi. Elle était là pour ce que tu lui donnais en t'effaçant. Elle n'aimait pas ta présence. Elle aimait ton absence de limite. Et voilà ce que ça révèle. Une limite ne fait pas fuir les bonnes personnes. Elle fait fuir celles qui profitaient de ton absence de limite. Une limite est un filtre. Elle révèle qui était vraiment là pour toi et qui était seulement là pour ce qu'il pouvait prendre. Ceux qui restent, après que tu as posé une limite, ce sont ceux qui te valorisaient vraiment. Ceux qui partent te montrent simplement ce qu'ils cherchaient depuis le début. Et voilà la phrase que je veux que tu emportes de cette section. Ta peur de poser des limites protégeait l'enfant que tu étais. Mais elle emprisonne l'adulte que tu es. Et chaque limite que tu poses enseigne à ton système une vérité nouvelle. Tu peux t'affirmer et survivre. Tu peux décevoir et rester entier.
Tu peux être rejeté et aller bien. Et voilà maintenant quelque chose qui va clarifier tout ce qu'on a exploré. Parce qu'il y a une distinction que tu n'as peut-être jamais faite, clairement. Une distinction qui change tout dans la façon dont tu vois tes relations. La différence entre être aimé et être utilisé. Et comment tu as longtemps confondu les deux. Cinquièmement, la différence entre être aimé et être utilisé. Et comment tu confondais les deux. Voilà une distinction que personne ne t'a jamais clairement expliquée. La différence entre être aimé et être utilisé, elles peuvent ressembler à la même chose vue de l'intérieur. Surtout quand tu as grandi en croyant que l'amour se méritait. Quand on a besoin de quelqu'un, qu'on le sollicite constamment, qu'on revient toujours vers lui. Ça peut donner l'impression d'être important, d'être aimé, d'être nécessaire. Mais c'est souvent tout le contraire. Et voilà ce qu'on va clarifier dans cette section. Parce que tant que tu confonds les deux, tu peux passer des années à te sentir aimé alors que tu n'es qu'utilisé. Et cette confusion peut littéralement gouverner toute ta vie relationnelle. Commençons par la distinction fondamentale. Voilà la différence, en une phrase. Quand on t'aime, on te valorise pour qui tu es. Quand on t'utilise, on te valorise pour ce que tu fournis. Et voilà ce que ça veut dire concrètement. Si on t'aime, ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes. Tu pourrais cesser de donner, avoir un moment de faiblesse, avoir besoin d'aide à ton tour. Et l'amour resterait parce qu'il était attaché à toi, pas à ta fonction. Si on t'utilise, ta valeur dépend entièrement de ce que tu fournis. Le jour où tu cesses de fournir, où tu as besoin au lieu de donner, où tu deviens une charge au lieu d'une ressource, la relation s'effondre. Parce qu'elle n'était jamais attachée à toi, seulement à ton utilité. Et voilà un test très simple pour distinguer les deux. Que se passe-t-il quand tu as besoin? C'est le test ultime, celui qui révèle tout. Quelqu'un qui t'aime est présent quand tu as besoin, pas seulement quand tu donnes. Quand c'est toi qui es faible, vulnérable, dans la difficulté, il est là. Quelqu'un qui t'utilise disparaît au moment précis où tu as besoin. Parce que ce moment ne sert à rien dans la transaction. Il n'y a rien à prendre chez quelqu'un qui a besoin. Alors, l'utilisateur s'éclipse et revient seulement quand tu as de nouveau quelque chose à offrir. Laisse-moi te montrer ce test avec un exemple très concret. Pense à un puits dans un village. Tant que le puits donne de l'eau, tout le monde vient, on l'utilise, on dépend de lui. On y vient chaque jour. De l'extérieur, on pourrait croire que le puits est aimé. Tellement de gens viennent à lui, tellement de gens ont besoin de lui. Mais voilà le test. Le jour où le puits se tarit, que se passe-t-il? Les gens cessent de venir, du jour au lendemain. Personne ne s'assoit près du puits asséché pour lui tenir compagnie. Personne ne le remercie pour toutes ces années d'eau. On va simplement chercher un autre puits. Parce que les gens n'aimaient pas le puits. Ils aimaient son eau. Et voilà la question qui fait mal. Combien de tes relations ressemblaient à ça? Des gens qui venaient quand tu donnais de l'eau, ton soutien, ton écoute, ta disponibilité, ton aide, et qui se seraient évaporés le jour où le puits se serait tari. Et voilà comment tu as confondu les deux pendant si longtemps. Parce que voilà le piège précis. Être utilisé procure une sensation qui ressemble à être aimé. Laisse-moi t'expliquer ce mécanisme. Parce qu'il est subtil et puissant quand on t'utilise. On a besoin de toi. On te sollicite. On revient vers toi. Et toute cette activité autour de toi crée une sensation. La sensation d'être important, d'avoir de la valeur, d'être au centre de quelque chose. Et si tu as grandi en croyant que ta valeur venait de ton utilité, cette sensation est exactement celle que tu cherches. Elle confirme ta façon de te sentir digne. À travers ce que tu apportes, alors tu confonds le fait d'être sollicité avec le fait d'être aimé, le fait d'être nécessaire avec le fait d'être chéri, le fait d'être utile avec le fait d'avoir de la valeur. Et voilà pourquoi cette confusion est si difficile à briser, parce qu'elle nourrit précisément ta blessure d'origine. Quelqu'un qui croit devoir mériter l'amour se sent étrangement à l'aise dans une relation où il est utilisé, parce que ça correspond à ce qu'il connaît. Donner pour avoir une place. Être utile pour exister. C'est familier. Et le familier semble être de l'amour même quand c'en est l'opposé. Laisse-moi te montrer cette confusion avec un exemple encore plus précis. Imagine deux personnes dans ta vie. La première t'appelle souvent. Mais regarde quand. Elle t'appelle quand elle a un problème.
quand elle a besoin d'aide, quand elle a besoin de parler de ce qui ne va pas chez elle, quand elle a besoin que tu fasses quelque chose pour elle. Et quand tu raccroches, tu te sens vidé, mais tu te dis qu'au moins, elle compte sur toi. La deuxième t'appelle moins, mais regarde comment. Elle te demande comment tu vas. Et elle écoute vraiment la réponse. Elle se souvient de ce qui t'inquiétait. Elle te demande des nouvelles de tes projets. Elle est là sans que tu aies à fournir quoi que ce soit. Et voilà la question. Laquelle des deux t'aimes et laquelle tu utilises? La réponse devient évidente avec le bon test. La première a besoin de ce que tu fournis. La deuxième s'intéresse à qui tu es. Et voilà ce qui est troublant. Tu te sentais peut-être plus important avec la première, parce qu'elle te sollicitait davantage, parce qu'elle avait constamment besoin de toi, et tu confondais ce besoin avec de l'amour. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel que je veux que tu comprennes. Reconnaître qu'on t'utilisait n'est pas une raison de devenir cynique, parce que voilà le risque après une telle prise de conscience. Basculer dans l'extrême inverse, se dire que personne n'aime vraiment, que tout le monde utilise tout le monde, se fermer complètement, cesser de donner par peur d'être encore utilisé, et ce serait une erreur, parce que le problème n'a jamais été que tu donnais. Le problème était que tu donnais sans discernement, sans observer qui était là quand tu avais besoin, sans appliquer le test, sans distinguer ceux qui t'aimaient de ceux qui t'utilisaient. Et voilà ce que cette distinction te donne maintenant, un filtre, pas un mur qui empêche tout le monde d'entrer, mais un filtre qui distingue les deux types de personnes, qui te permet de continuer à donner généreusement, mais à ceux qui le méritent, à ceux qui sont là quand le puits se tarit, à ceux qui t'aiment pour qui tu es. Et voilà comment appliquer ce filtre concrètement. Observe, sans rien dire, juste observe, qui est présent quand tu ne donnes rien, qui te demande comment tu vas sans avoir besoin de quelque chose, qui reste quand tu poses une limite, qui fait des efforts sans que tu aies à les solliciter, qui s'intéresse à ta vie au-delà de ce que tu peux faire pour eux. Les réponses à ces questions te diront tout. Et voilà ce que tu vas probablement découvrir. Certaines personnes que tu croyais proches vont s'avérer n'avoir jamais aimé que ton eau, et certaines personnes que tu sous-estimais vont s'avérer t'aimer vraiment pour qui tu es. Et voilà la phrase que je veux que tu graves quelque part. Être nécessaire n'est pas être aimé. Être sollicité n'est pas être chéri. La vraie question n'est pas combien de gens ont besoin de toi. C'est combien reste quand tu n'as plus rien à offrir. Et voilà maintenant la dernière chose qu'on va explorer ensemble. Comment rassembler tout ce qu'on a vu et devenir quelqu'un que plus personne ne pourra jamais prendre pour acquis. Non pas en jouant un rôle, non pas en construisant des murs, mais en transformant quelque chose de fondamental à l'intérieur. Sixièmement, devenir quelqu'un qui ne peut plus jamais être pris pour acquis de l'intérieur. On arrive au bout de ce voyage, et voilà la question qui rassemble tout ce qu'on a exploré. Comment devenir quelqu'un que plus personne ne pourra jamais prendre pour acquis? Et voilà ce que je veux clarifier immédiatement, parce que c'est crucial. Il y a deux façons de répondre à cette question. Et une seule fonctionne vraiment. La première façon est celle que la plupart des gens choisissent, devenir dur, construire des murs, jouer l'indifférent, adopter une posture froide et calculée, faire semblant de ne plus rien ressentir, devenir quelqu'un qui ne donne plus rien à personne. Et voilà pourquoi cette façon échoue toujours, parce que c'est une performance, et les performances s'effondrent. Laisse-moi t'expliquer pourquoi avec précision. Quand tu construis une fausse dureté par-dessus ta vraie nature, tu ne changes pas, tu te déguises. Et un déguisement demande un effort constant pour être maintenu. Tu dois surveiller chaque réaction, réprimer chaque élan, jouer un personnage qui n'est pas toi. Et à la première fissure émotionnelle, à la première personne qui t'attire vraiment, à la première situation qui touche ta vraie nature, le déguisement tombe et tu redeviens exactement celui que tu étais. Parce que rien n'a changé en profondeur. T'avais juste mis un masque. La deuxième façon est complètement différente. Et c'est la seule qui fonctionne vraiment. Ne pas devenir quelqu'un de dur. Devenir quelqu'un d'entier. Et voilà la différence fondamentale. La dureté est une carapace par-dessus une blessure. L'intégrité
est la guérison de la blessure elle-même. Quelqu'un de dur dit « Je ne laisserai plus personne m'atteindre ». Quelqu'un d'entier dit « Je n'ai plus besoin de me trahir pour être aimé ». Le premier se protège par la fermeture. Le second se protège par le respect de soi. Et voilà pourquoi seule la deuxième façon rend vraiment impossible d'être pris pour acquis, parce qu'elle ne dépend pas d'une performance. Elle vient d'un changement réel à l'intérieur. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire concrètement en rassemblant tout ce qu'on a exploré aujourd'hui. Quelqu'un qui ne peut plus être pris pour acquis a fait 6 changements intérieurs. Le premier, il a cessé de confondre donner sans limite avec aimer. Il donne toujours, généreusement, mais depuis l'abondance, pas depuis la peur. Son don n'est plus un pot de vin émotionnel pour acheter une place. C'est un cadeau libre offert à ceux qui le méritent. Et cette différence change tout, parce que on peut pas prendre pour acquis quelqu'un qui donne par choix et non par peur. Le deuxième, il a compris que ce qui est toujours disponible devient invisible. Alors il a cessé d'être infiniment disponible, pas par stratégie, pas pour manipuler, mais parce qu'il a une vie réelle, des priorités, des choses qui comptent en dehors des autres. Sa présence est redevenue un choix, et donc précieuse. Le troisième, il a rallumé l'alarme qu'il avait débranchée. Il sent à nouveau quand quelque chose ne lui convient pas. Il ne se trahit plus en silence. Et chaque fois qu'il honore ce qu'il ressent, au lieu de l'ignorer, il enseigne aux autres comment le traiter. Le quatrième, il a appris que la peur de poser des limites était périmée. Il pose des limites maintenant, pas sans peur, mais malgré la peur, en sachant que l'inconfort est le signe d'un nouveau chemin, pas d'une erreur. Le cinquième, il distingue être aimé d'être utilisé. Il observe qui est là quand il ne donne rien, et il investit son énergie en conséquence. Il ne confond plus être sollicité avec être chéri. Et le sixième, celui qui rassemble tous les autres, il a reconstruit sa relation avec lui-même. Et voilà pourquoi c'est le changement le plus important de tous. Parce que voilà la vérité centrale de tout cet épisode. On ne peut prendre pour acquis que quelqu'un qui se prend lui-même pour acquis. Laisse-moi te montrer cette logique avec un dernier exemple. Le plus important, pense à 2 personnes qui possèdent exactement le même objet de valeur. La première traite son objet avec négligence, le laisse traîner, ne le protège pas, ne semble pas conscient de sa valeur. Et tous ceux qui l'entourent traitent l'objet de la même façon, avec négligence, parce que le propriétaire lui-même a établi ce niveau. La deuxième traite son objet avec soin, le protège, le valorise, montre par chaque geste qu'il sait ce qu'il possède. Et tous ceux qui l'entourent adaptent leur comportement. Ils font attention, ils respectent, parce que le propriétaire a établi un niveau différent. Même objet, traitement opposé, la seule variable, la façon dont le propriétaire le traitait lui-même. Tu es à la fois le propriétaire et l'objet. Et voilà ce que ça signifie. La façon dont tu te traites établit le niveau auquel les autres te traiteront. Quand tu te prends pour acquis, tu donnes la permission aux autres de faire pareil. Quand tu te traites comme quelqu'un de précieux, tu établis un niveau que les autres doivent atteindre pour rester dans ta vie. Et voilà ce qui se passe quand tu fais ce changement intérieur. Quelque chose change dans ta présence, sans un mot. Tu n'as pas à annoncer que tu as changé. Tu n'as pas à le proclamer. Tu n'as pas à le prouver à qui que ce soit. Les gens le sentent. Ils sentent que ton temps a maintenant une valeur, que ta présence n'est plus garantie, que tu as des limites réelles, que tu te respectes. Et leur comportement s'ajuste automatiquement à cette nouvelle réalité. Ceux qui te valorisaient vraiment restent et sont soulagés de te voir enfin te respecter. Ceux qui profitaient de ton absence de limite partent ou tentent de te ramener à ton ancien fonctionnement et échouent. Et voilà ce qui se passe quand ils tentent de te reprendre pour acquis comme avant. Ils découvrent que c'est plus possible. Pas parce que tu es devenu froid, pas parce que tu joues un rôle, mais parce que la personne qui acceptait ça n'existe plus. Tu ne peux plus retourner à un fonctionnement que tu as compris et dépassé. C'est comme essayer de redevenir celui qu'on était avant d'apprendre quelque chose. C'est impossible. La compréhension ne se désapprend pas. Et voilà la transformation la plus profonde de tout ça à un moment. Tu cesses de faire tout ça pour qu'on ne te prenne plus pour acquis. Et tu le fais simplement parce que tu te respectes. Voilà la différence finale, au début. Poser des limites, cesser de trop donner, te respecter,
tout ça avait peut-être encore un œil tourné vers les autres, pour qu'ils changent, pour qu'ils regrettent, pour qu'ils te valorisent enfin. Mais à mesure que tu deviens vraiment entier, cette préoccupation pour leur réaction s'efface. Tu te respectes parce que c'est devenu naturel, pas pour obtenir quelque chose des autres. Tu poses des limites parce que c'est qui tu es maintenant, pas pour produire un effet sur eux. Et c'est précisément à ce moment, quand leur réaction n'est plus le but, que tu deviens véritablement impossible à prendre pour acquis. Parce que, voilà la vérité ultime, on ne peut pas manipuler, contrôler ou tenir pour acquis quelqu'un qui n'a plus besoin de rien des autres pour se sentir entier. Et voilà la dernière chose que je veux que tu emportes de tout ce voyage. Tu n'as jamais eu besoin d'enseigner aux autres le prix de t'avoir pris pour acquis. Tu avais besoin d'apprendre toi-même ta propre valeur. Parce que le jour où tu connais vraiment ta valeur, où tu la portes de l'intérieur, où elle ne dépend plus de ce que les autres en font, ce jour-là, personne ne peut plus te la faire oublier. Ils t'ont pas pris pour acquis parce que t'avais pas de valeur, ils t'ont pris pour acquis parce que t'avais oublié la tienne. Et maintenant, tu t'en souviens, c'est ça. La seule leçon qui compte vraiment, pas celle que tu leur enseignes, celle que tu t'enseignes à toi-même.